la suite du Premier ministre qui a lancé hier la campagne de vaccination contre la méningite A à Mongo, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies a présidé la cérémonie de lancement de la dite campagne à l'Aïe. La journée olympique a été célébrée hier avec faste et vigueur. C'était l'occasion pour remettre des matériels sportifs aux responsables de différentes fédérations sportives tchadiennes. Dans ce journal, vous allez vous délecter également des courses hippiques qui se sont déroulées ce week-end à l'hippodrome dans le cadre du prix de la République. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au départ donc de cette édition, sachez que nous avons comme invité du journal le ministre des Affaires foncières et du Domaine, Maître Jean-Bernard Padaré. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous donc, il sera question de toutes les activités de votre département et le temps pour nous de poursuivre le cours normal de ce journal et nous allons vous retrouver vers la fin de cette édition. Comme vous le savez, le Premier ministre est rendu hier à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. À Mongo, le chef du gouvernement a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la méningite à Ramadaye Hassan revient sur la cérémonie de lancement de la dite campagne. Le programme national de développement de la santé est au centre du programme politique du mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est la principale motivation qui a conduit le Premier ministre Emmanuel Nadingar à faire le déplacement de Mongo pour procéder au lancement de la campagne de vaccination contre la méningite A dans la région du Guéra. Le gouverneur de la région du Guéra, Wedding Assiasoué, a souhaité la bienvenue au Premier ministre et la délégation qui l'accompagne avant de remercier les plus hautes autorités du pays pour avoir choisi le Guéra parmi les autres régions retenues pour le lancement de la campagne contre la méningite A qui fait beaucoup de ravages dans la tranche de personnes les plus vulnérables. Après l'intervention du gouverneur de la région du Guéra, les représentants de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad et du Rotary se sont relayés pour saluer les efforts consentis par le chef de l'État visant à assurer l'accès aux soins de qualité à la population dans le cadre de sa politique de la renaissance du Tchad. Le ministre de la Santé publique, Dr Nawar Mahmoud Ngawara, a pour sa part indiqué que des investissements importants sont réalisés par le gouvernement en termes d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et d'approvisionnement en médicaments pour améliorer les conditions de vie de la population. Cette phase couvrira 2 540 000 personnes âgées de 1 à 29 ans, soit 70% de la population totale. L'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence le président Idriss Déby Itno, dans la lutte contre les épidémies a insufflé une nouvelle dynamique à la lutte contre la méningite, favorisant ainsi la conduite des campagnes de vaccination. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a fait remarquer que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a décidé de faire du secteur de la santé une préoccupation majeure dans la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire avec l'aide de partenaires au développement. L'implication personnelle du chef de l'État dans la lutte contre les épidémies en général et la méningite en particulier n'est plus à démontrer tant elle est manifeste à travers les réunions mensuelles de la gestion des épidémies que le chef de l'État préside lui-même et le déblocage effectif des fonds pour la mise en œuvre de cette campagne de vaccination contre la méningite. Le vaccin MENAFRIVAC est aussi le fruit du partenariat efficace entre l'OMS et le programme de technologie appropriée, PAT, avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et les États africains. Cette campagne de vaccination contre la méningite A, une redoutable maladie infectieuse, concerne 4 régions du pays, à savoir le Guéra, le Logone oriental, le Moyen-Chari et la Tandjilé. À l'Aïe, chef-lieu de la région de la Tandjilé, c'est le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, Jean Baouya Alingui, qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne contre la méningite à Adoumbéi. Hortense, campagne de vaccination donc contre la méningite à Adoumbéi. Hortense nous fixe sur les détails de cette cérémonie.
Selon les indicateurs de santé, 3756 cas de méningite sont enregistrés cette année au Tchad, avec déjà plus de 150 décès. Pour faire face à cette maladie hautement mortelle, les pays de la ceinture méningitique qui s'étendent du Sénégal à l'Éthiopie mènent des campagnes de vaccination de masse. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Tchad expérimente depuis quelques mois le nouveau vaccin conjugué Men-Afri-Vac. Pour cette phase, ce sont les régions du Logone oriental, du Moinchari, du Guéra et de la Tangilé qui sont concernées. Dans la Tangilé, c'est le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, Jean Baouye Alingué, qui a donné le coup d'envoi. Le ministre de l'Agriculture, Djimé Adam de Passage, a tenu à participer à cette campagne. À cette nouvelle phase de vaccination, c'est le nouveau vaccin conjugué Men-Afri-Vac qui est administré avec possible les personnes âgées de 1 à 29 ans pour une durée de 10 ans. La première phase de la campagne de vaccination avec ce nouveau vaccin s'est déroulée du 10 au 19 décembre 2011 dans les régions de N'Djamena, Charibagrimi, Moïkebi-Est. C'est lieu ici de vous informer que dans ces 3 régions ayant conduit cette campagne de vaccination, aucun cas de méningite à méningocoque A n'a été notifié en 2012. Le délégué sanitaire de la Tangilé, Dr Sayambay, a souligné que le germe du méningocoque A est très récurrent dans la région du fait qu'il soit retrouvé dans 87% des prélèvements effectués. C'est pourquoi il invite la population à saisir l'opportunité offerte par le gouvernement et ses partenaires. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, Jean Baouye Alingué, a impliqué dans cette campagne les chefs traditionnels et religieux. Ne ratons pas cette occasion unique de lutter efficacement contre la méningite qui cause des milliers de décès dans nos familles. L'engagement est l'élément essentiel pour la réussite de cette campagne de vaccination. Et c'est pourquoi je lance un appel aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières des villes, villages, quartiers, carrés et périphériques de la région de Tangilé, afin qu'ils s'impliquent dans cette action dont l'objectif est noble puisqu'elle vise la santé des populations. Aussitôt le message livré, des séances de vaccination sont organisées dans les différents quartiers de l'Aï. Elles dureront 10 jours et s'étendront dans les autres villes de la région. La formation sur les techniques d'organisation administrative, montage de projets et gestion des microcrédits organisée par le ministère des microcrédits a pris fin hier au centre Al-Mouna. Les détails dans ce reportage signé Amatiaya Abbas. Les techniques d'organisation administrative et le montage des projets préoccupent le gouvernement. C'est pourquoi les ministères en charge des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse s'attellent à renforcer les capacités de ces différents délégués régionaux à travers le pays. Au cours de cette formation, les participants ont bénéficié de techniques pouvant leur permettre d'accomplir efficacement leurs missions sur le terrain, mais aussi orienter les populations cibles. Les représentants du cabinet d'études, des conseils et des managements, Djibril Abdoulaye Ali, s'est dit satisfait du travail abattu pendant une dizaine de jours. Pour le secrétaire général du ministère chargé des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse, Mohamed Adoum Fadoul, cette formation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté enclenchée par le gouvernement. Les résultats obtenus par ces séminaires sont tous intéressants et nous donnent entière satisfaction. L'élaboration et la planification de votre feuille de route le prouvent à suffisance. La réussite de vos activités sur le terrain est un gage important pour lutter efficacement contre la pauvreté, comme le veut son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, à l'ère de la Renaissance. Les participants à cette session de formation ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Ils souhaitent que les délégations régionales soient dotées de moyens financiers et matériels. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, a entrepris une tournée de prise de contact dans sa circonscription administrative. Objectif de cette descente, s'imprégner des réalités que vivent ses administrés. Le point sur cette tournée avec Gandatao Amia.
Quelques semaines après sa prise de fonction, le gouverneur du Logone occidental, Haroun Saleh, tâte les réalités de sa circonscription administrative. Accompagné de quelques délégués régionaux, des chefs des services de défense et de la sécurité, Haroun Saleh s'est rendu dans les départements de Dodje, de Guéni et de Ngourkosso. C'est à travers des visites des structures administratives, sanitaires, socio-éducatives et des meetings que le gouverneur du Logone occidental s'est fait une idée du fonctionnement de sa région. Plusieurs thèmes qui ont trait au développement de la région, à la santé de la population, à la sécurité, à l'éducation et à la protection de l'environnement ont été développés au cours des différents meetings animés par le gouverneur. Haroun Saleh a prêché la cohésion et la cohabitation pacifique entre les habitants du Logone occidental. Il a invité la population du Logone occidental à s'investir dans la protection de l'environnement et à s'intéresser à l'agriculture pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le gouverneur du Logone occidental a également eu des séances de travail avec les chefs des services et autorités traditionnelles des localités visitées, ce qui a permis aux autorités locales d'exprimer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Des difficultés relatives au manque des infrastructures routières, sanitaires et socio-éducatives. Le gouverneur qui a vécu ces réalités promet remonter l'information pour que des solutions urgentes soient trouvées aux problèmes qui entravent le développement de la région du Logone occidental. Le comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, en collaboration avec le PPLS2, organise du 18 au 26 juin prochain une formation de pères éducateurs. Cette formation se déroule à Moundou. Des précisions dans ce reportage de Abakar Amadou, rendu par Gangacham Irima. Les 4 jours de travaux intenses ont permis aux 30 participants venus des régions du Logone oriental, du Mayukibi ouest et ceux des provinces du Logone occidental de se doter de notions de sensibilisation et de lutte contre le IST et VIH-Sida. C'est le centre de la Maison de la Culture Mandoué, Nandouba, qui a servi de cadre pour cette rencontre. Placée sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de l'Immigration en partenariat avec le Programme national de lutte contre le sida, cette rencontre a permis aux participants d'être outillés dans les techniques de sensibilisation afin de mieux lutter contre le VIH-Sida. Saluant l'initiative et appréciant la qualité de la formation dispensée, le coordinateur du comité sectoriel de lutte contre le VIH-Sida exhorte les participants à vulgariser le message reçu. Les pères éducateurs de la police nationale devraient à leur tour transmettre le message à leurs collègues, mais aussi la population pour un changement de comportement. Le renforcement des capacités des participants a entre autres porté sur la situation épidémiologique du VIH-Sida dans la région du Mayukibi ouest, le Logone oriental et occidental. Une délégation du PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, a effectué une descente dans les régions du Hadjar Lamis, du Sharif Agrimi et du Lac pour visiter et identifier des groupements agricoles. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux des 10 groupements encadrés par le PNSA. Elvis Tabou nous en dit plus. Le développement du monde rural passe inéluctablement par le développement de l'agriculture et de l'élevage, deux secteurs au centre des préoccupations du Programme national de sécurité alimentaire. Le programme appuie les paysans en leur prodiguant des conseils, mais aussi le matériel nécessaire à l'amélioration de leur production. Nous, on peut venir en aide en technique, en matériel, en produits phytosanitaires. Il y a les tracteurs qui sont déjà sur place, bientôt vont labourer leurs champs pour élargir leur surface. Nous avons la capacité de faire les on appelle clôture grillagée. On peut le faire pour vraiment diminuer le problème conflit producteurs et agriculteurs. Parlant justement de la production, des progrès significatifs sont enregistrés dans les différents sites visités à Douguia, Hadidé, Massaguet et Doumdoum. Des progrès encourageants certes, mais il reste du chemin à faire. Pour une meilleure rentabilité, les différents groupements visités ou identifiés ont formulé quelques doléances au PNSA. Des doléances allant de la formation en technique de production agricole au renforcement du soutien en équipements tels que les pompes immergées, les canaux d'irrigation ou encore des grillages pour la clôture des champs. Nous avons identifié, nous avons évalué les besoins, nous avons enregistré les difficultés et leurs difficultés doivent être poussées au plus haut niveau aux autorités. Dans les jours à venir, ils viendront à résoudre ces problèmes. Plus de 80% de la population tchadienne vit dans le milieu rural. Développer le monde rural, c'est donc résoudre le problème d'une frange importante de la population et asseoir le développement sur des bases solides.
Le COST, Comité olympique sportif tchadien, a commémoré hier la journée olympique. Cette journée a été marquée par la remise de plusieurs matériels aux responsables des disciplines sportives et un minibus de 15 places au COST. Un reportage de Kadnouba Théophile. Match d'exhibition des jeunes qui pratiquent le sport collectif et démonstration de force des pratiquants des sports individuels des disciplines sportives olympiques. Ce sont là les activités qui ont marqué la commémoration de la journée olympique 2012 organisée par le Comité olympique sportif tchadien COST. La célébration de ce 23e anniversaire de la journée internationale olympique à un mois des Jeux olympiques de Londres a été une occasion pour le COST d'exprimer sa volonté d'aider les responsables des 14 fédérations nationales olympiques à bien se préparer. Cette grande fête est aujourd'hui manifestée à travers le monde, à tous les niveaux, jeunes et moins jeunes, sans discrimination de race, de couleur ni de religion. Plus personne n'a le droit d'empêcher à quelqu'un de se manifester aujourd'hui en termes sportifs. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibril, qui a rehaussé cette cérémonie par sa présence, a invité les responsables des disciplines sportives à plus de rigueur dans le travail pour répondre aux attentes des plus hautes autorités. Son Excellence le Président Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, dans son quinquennat de la Renaissance, accorde une attention particulière pour les actions en faveur de la jeunesse. Le fait marquant de la célébration de la journée olympique 2012 est la remise d'un minibus de 15 places par le ministère de la Jeunesse et des Sports au Comité olympique sportif tchadien COST. La 27e journée de la saison hippique organisée par l'Association pour l'encouragement et l'amélioration des races de chevaux au Tchad s'est déroulée ce week-end à l'hippodrome de N'Djamena. Il y a au total 6 courses dans cette 27e journée de saison hippique dénommée Grand Prix de la République. Une chronique sportive signée Kadnouba Théophile. 18 chevaux de la catégorie néant ont disputé la première course qui s'étend sur la distance de 1700 mètres. Cette course a été remportée par le cheval de Fatime Lamana Koudoufan, drivé par Mamad Adoum, qui glane le premier trophée mis en jeu et l'enveloppe de 90 000 francs. La deuxième course qui s'étend sur la même distance a regroupé les chevaux et juments des catégories 2e et 3e ayant gagné entre 15 à 60 points. Sur les 15 chevaux retenus, 14 ont pris le départ. Au finish, c'est la jument numéro 2, Samira Dougoul, de Hassan Hassabala, conduite par Obi Tegil, qui a pris la tête et permet ainsi à ce dernier de brandir le second trophée et la somme de 120 000 francs. 12 chevaux de la classe race ont été enregistrés pour la troisième course, longue de 1800 mètres. 11 se sont alignés sur la ligne de départ. Cette course qui a été âprement disputée a été remportée par le cheval numéro 8 de Amin Ahmed Idriss. Le trotteur, drivé par Adoum Idriss, est suivi du 9 Gazelle FC et du 5 Drapeau Cadra. Les 3 jockeys gagnent dans l'ordre 250 000 francs et un trophée, 62 000 francs et 37 500 francs. 15 autres chevaux de la catégorie race se sont alignés au départ de la deuxième course longue de 1800 mètres. Cette quatrième course de la 27e journée hippique a été remportée par le cheval numéro 6. Le cheval de Idriss Ahmed permet au jockey Adoum Idriss d'empocher l'enveloppe de 250 000 francs et de brandir le 4e trophée. L'avant-dernière course de ce Grand Prix de la République a mis aux prises 7 chevaux de la catégorie Gargashi. Cette course longue de 2000 mètres est dominée par la jument numéro 6 Samira Bit Garanti de Korom Amit, conduite par Mamad Ebida, qui remporte l'avant-dernier trophée et l'enveloppe de 300 000 francs réservée aux vainqueurs de la course. La course la plus attendue de ce Grand Prix de la République a opposé les chevaux de la catégorie Gargache, autrement dit les poids lourds. Cette course longue de 2200 mètres a été remportée par la jument de Hadjoro Assaïd Tadouja. Adoum Idriss, le driver de cette jument, a glané la pactole de 210 000 francs et le plus grand trophée mis en jeu.
Voilà, pour ceux qui viennent donc de prendre le journal en cours, je rappelle que nous avons donc comme invité de ce journal le ministre des Affaires foncières et du domaine, Maître Jean-Bernard Padaré. Monsieur le ministre, le 15 mars dernier, vous avez lancé officiellement une opération dénommée Cadastre de proximité qui a démarré donc au quartier Marjan Dafak. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, en quoi consiste exactement cette opération, en guise de rappel? Merci de l'occasion que vous nous offrez pour nous permettre de nous expliquer sur le concept de cadastre de proximité. Vous savez, le cadastre de proximité vise à simplifier les étapes pour arriver à un bornage d'une parcelle. À titre de rappel, dans les anciennes étapes, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, l'usager devait se rapprocher du délégué du chef de carré. Le chef de carré l'amène donc au niveau de l'arrondissement. Au niveau de l'arrondissement, il remplit une fiche. Ensuite, la fiche est transmise à la mairie. Et je vous dis déjà, il y a 2 mois qui s'écoulent. Du délégué du quartier à la mairie, 2 mois s'écoulent. La mairie, à son tour, va transmettre le dossier au cadastre. Pratiquement 2 mois également s'écoulent. Donc ça nous fait déjà 4 mois. Ensuite, le cadastre va désigner un agent qui va aller sur le terrain pour identifier. Une fois le terrain, la parcelle identifiée, eh bien, l'acquéreur ou celui qui entend en être propriétaire paye une caution. Une fois la caution payée, c'est à ce moment que les cadastres vont aller sur place pour aller borner. Une fois le bornage fait, autant pour moi, et le dossier est monté et la valeur du terrain payée. Ça nous fait au bas mot ça nous fait perdre au moins 6 mois. Nous avons décidé donc, puisque vous le savez, le chef de l'État, en érigeant le ministère des Affaires foncières et du domaine, avait des objectifs bien précis à atteindre. Il avait des idées bien précises. Donc parmi ces idées, nous avons commencé par lancer ce concept de cadastre de proximité. Dorénavant, ce n'est plus aux usagers de venir vers le cadastre. Nous avons mis en place une équipe constituée d'agents de cadastre qui va sur le terrain. C'est ainsi que nous avons essayé la première étape en envoyant cette équipe-là auprès du quartier Marjan Dafak, que je rappelle, qui est un des plus anciens quartiers de la ville de N'Djamena. Là-bas, ce quartier fait au moins 49 hectares. Et si je vous dis, jusqu'à la date du 15 mars, il n'y avait que 13 hectares. Quel est le délai d'obtention du document cadastral par rapport à l'ancien système? De 6 mois, aujourd'hui, on a ramené à 15 jours. C'est un gain de temps énorme. Ça veut dire que sur place, eh bien, on va de concession en concession et on interroge les gens. Et vous délivrez sur place? Non, on ne délivre pas sur place. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on constate que la concession n'est pas bornée, eh bien, on interroge le délégué du quartier, il y a le chef d'arrondissement et ensuite 2 ou 3 témoins qui sont appelés, en l'occurrence des voisins. À ce moment-là, on borne, ensuite on leur remet une convocation à venir au service de cadastre pour payer les frais de bornage et la valeur du terrain. Malheureusement, aujourd'hui, très peu de gens viennent. Vous savez qu'on a eu à monter au moins 233 dossiers. Nous avons eu également à borner en si peu de temps 23 hectares. Alors que depuis 1942 jusqu'à nos jours, eh bien, il n'y avait que 13 hectares. Apparemment, vous venez de dire tout à l'heure que très peu de gens viennent. Apparemment, on constate que la population a très mal compris cette opération. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il y a Où en êtes-vous également avec cette opération? Il y a eu un problème de communication. Vous savez qu'on a lancé cette opération et il fallait absolument, sur les antennes de la radio comme de la télé, communiquer. Et non seulement ça, les gens, on a l'impression qu'ils ont des inquiétudes. Quand on va chez eux pour leur demander ne serait-ce que la situation de leur parcelle, ils ont l'impression qu'on va peut-être les exproprier ou bien les expulser. Donc très peu, il y a eu très peu d'engouement au départ. Mais cette fois-ci, nous avons constaté, parce que nous avons commencé à lancer des communiqués radiodiffusés pour inviter les gens qui ont des dossiers bornés, de parcelles bornées, de venir auprès des cadastres pour payer les frais, parce que si vous ne payez pas les frais, si vous ne payez pas, le dossier n'avance pas. Il faut payer les frais de bornage, il faut payer la valeur du terrain, et ainsi,
le service de cadastre monte le dossier pour vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle l'arrêté de cession de gré à gré. Donc, nous sommes en train d'essayer cette opération parce qu'en gain de temps, c'est énorme. C'est énorme en gain de temps et même en termes de moyens financiers. Vous savez, quand je vous parle de 6 mois, eh bien, les gens laissent des plumes. Monsieur le ministre, l'opération a commencé à Mardian Dafak. Oui. Où se trouvent en ce moment vos agents sur le terrain concrètement? Nous sommes toujours dans Mardian Dafak pour une raison très simple. Parce qu'on a, en termes de ressources humaines, on est très limité. Vous savez qu'on n'a pas eu à recruter. On a, pour toute la ville de N'Djamena, nous n'avons que 7 ingénieurs topographes. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas démultiplier des équipes. Mais nous avons heureusement le soutien ferme de son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous a autorisé à recruter des ingénieurs parce qu'on les a formés. Ces ingénieurs-là sont là, ils courent les rues, et on les a formés par le biais de l'ENTP, donc nous allons les recruter pour amplifier le phénomène, pour démultiplier ce phénomène de cadastre de proximité parce qu'on a pas mal de quartiers qui ne sont pas bornés. Vous avez Djambalbar, vous avez Bololo, vous avez Ambassadna, Ardeb Djoumal, Paris-Congo, Ridina, anciens combattants, Chagua, Abeda, et je peux continuer la liste. Il faut absolument qu'on arrive à régulariser la situation de ces occupations parce que je précise aussi que cadastre de proximité s'intéresse simplement aux quartiers restructurés. Ça veut dire que c'est des quartiers qui étaient occupés en achetement et l'administration étant mise devant les faits accomplis, donc on n'a pas d'autre choix que de les régulariser, de les restructurer et inviter ces personnes à venir verser la valeur. Monsieur le ministre, comme la population ne vient pas pour régulariser leur situation, je pense qu'il y a un problème de communication. Est-ce que vous pouvez dire à la population le barème par rapport donc aux concessions? Est-ce qu'ils peuvent avoir une idée? Non, cela varie selon qu'on est en fonction des rues, si on a une rue de 30, une rue de 60, une rue de 15, mais je dis le plus important, c'est pour les sécuriser. C'est pour les sécuriser, parce que quand vous occupez une parcelle et que vous n'avez pas le titre définitif, vous n'êtes pas propriétaire. Et ça, il faut se le dire. Et donc, le jour où l'administration, l'État décidera d'exproprier, vous ne serez pas indemnisé à la juste valeur de votre parcelle. Vous serez simplement déguerpi et donc avec les conséquences que vous le savez. Donc, rien que pour cela. Deuxièmement, quand on a un titre définitif, en l'occurrence le titre foncier, ça vous permet d'accéder plus facilement au crédit auprès des banques. Parce qu'avec un arrêté de cession de gré à gré, aucune banque ne vous donnera du crédit. Donc c'est pourquoi je lance un appel, mais vibrant, auprès de nos concitoyens. Régularisez vos propriétés pour pouvoir en avoir une jouissance paisible. Oui, mais maintenant, Monsieur le ministre, il y a des réticences par rapport donc aux montants qu'ils doivent débourser. Est-ce qu'il serait préférable de ne pas afficher ces montants ou bien de diffuser ces barèmes-là pour permettre aux citoyens lambda de comprendre ce qui se passe? C'est une éventualité, je pense que nous allons le faire, mais sachez que c'est des barèmes, c'est des montants qui sont fixés dans la loi de finances. On ne peut pas les modifier. On ne peut pas les modifier. Et qu'est-ce que... C'est des sommes modiques. Je sais qu'on peut le payer en 2 tranches, mais ce qui est important, c'est de tout faire pour avoir son titre de propriété. Je pense que ça vaut plus que tout. Parce que le jour où on perd, je préfère dépenser 300 000, 800 000 ou 1 million que de perdre une parcelle où j'ai eu à construire dessus et qui m'a coûté à peu près 300 ou bien en tout cas 30 millions ou 40 millions. Monsieur le ministre, nous allons évoluer. En périphérique de la ville de N'Djamena, on assiste à une urbanisation galopante. Les populations continuent à occuper des espaces non lotis. Comment faire pour limiter cette partie qui donne donc des opportunités aux personnes de mauvaise foi qui vendent le même terrain à plusieurs personnes à la fois? Je pense que c'est un sujet d'inquiétude. L'incivisme est tel que les gens, nos concitoyens, malheureusement, ont pris cette habitude de mettre l'administration devant les faits accomplis. Les gens, ce n'est même pas de l'urbanisation galopante, c'est de l'urbanisation sauvage. C'est parce que chaque fois que les gens viennent occuper des parcelles, eh bien, on vient restructurer, on les maintient dans les lieux. Il va falloir, et je pense que c'est une réflexion qu'on est en train de mener, cette fois-ci, je pense qu'on ne peut plus autoriser, accepter cela. Parce que le chef de l'État veut qu'on applique
la politique d'accès du terrain à la propriété foncière de manière équitable. On ne peut pas admettre que des personnes s'érigent en propriétaires de terres pour pouvoir les céder pour en faire des spéculations. Non. Nous devons faire de sorte que tous nos concitoyens aient un accès paisible, un accès équitable à la propriété foncière. Monsieur le ministre, vous avez donc réformé votre organigramme pour mieux gérer le problème de double attribution et le problème des démarcheurs. Est-ce que ce problème est déjà limité? Non, nous n'avons pas réformé notre organigramme. L'organigramme a été adopté lorsque le ministère a été créé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle la sécurisation des documents cadastraux, fonciers et domaniaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur une seule parcelle, on se retrouve avec 3-4 personnes qui ont les mêmes plans, qui ont les mêmes arrêtés, qui ont des arrêtés. Donc, nous avons décidé, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait du problème foncier le point important de son quinquennat, nous avons décidé de contracter donc avec une société française qui travaille déjà avec la fonction publique, qui est en train de faire la carte biométrique. Et donc, nous allons contracter. Nous avons déjà signé le contrat. Il reste simplement l'approbation par son Excellence pour que la première phase soit lancée. Cette première phase consiste en quoi? D'abord en scanner tous les documents qu'on a aux archives. Plus de 50 000 documents, plus de 45 000 arrêtés de cession de gré à gré. Nous avons les scannés. Et ensuite, qu'est-ce qui va être fait? Nous allons faire venir ce qu'on appelle un avion doté de caméras spécifiques qui va faire ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, qui a une précision d'à peu près 10 cm pour permettre qu'on ait la situation globale et totale et de manière précise des parcelles qu'on a dans les 10 grandes villes. Monsieur le ministre, le temps nous prend à la gorge. On ne peut pas ne pas poser cette question. Où en est-on avec le code foncier? Le code foncier a été adopté en Conseil des ministres. Il est maintenant sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un code qui vient à point nommé parce que c'est depuis 1967 qu'on a les 3 lois et les décrets d'application. On n'a plus eu de texte. Et ce code-là révolutionne la qualité, c'est-à-dire l'accès à la propriété. Révolutionne parce que dorénavant, sur un terrain simplement aménagé, on pourra avoir un titre foncier. Ce qui n'est pas le cas avec l'actuel texte, où il faut d'abord avoir investi sur le terrain, une commission va pour évaluer et c'est à ce moment qu'on vous fixe la valeur pour pouvoir avoir le titre foncier. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons au moins 45 000 arrêtés de cession de gré à gré. Et il n'y a que 4 000 propriétés qui sont titrées. Sur les 4 000, 2 000 sont des propriétés relevant de l'État. Les 2000 sont des propriétés privées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Un État moderne ne peut pas continuer avec cette vitesse. Malheureusement, Monsieur le ministre, le temps nous prend à la gorge. C'est la fin. Merci donc d'avoir accepté d'être notre invité. C'est la fin donc de cette édition. Passez une agréable soirée. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.